qu'elles doivent couvrir et le coût de leur capital, il leur faut donc octroyer des crédits avec, si vous voulez, une garantie de remboursement. Et la difficulté, c'est donc l'absence de garantie et l'absence de projets bancables. Mais de façon beaucoup plus générale, Alassane, je voudrais que les Sénégalais sachent que tout argent injecté dans l'économie sénégalaise se retrouve à l'extérieur. Pourquoi? Mais ça revient toujours au même problème de la compétitivité. Nous importons presque tout, ce qui veut dire que même lorsqu'on emprunte de l'argent pour couvrir un déficit budgétaire beaucoup plus important, donc faire des dépenses en infrastructure, de toute évidence, on ne voit pas de croissance, mais cet argent se retrouve en Chine, à Dubaï ou ailleurs. Cela veut dire qu'on se retrouve avec la dette, il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu d'emploi. Ça, c'est un. Si vous facilitez l'accès au crédit aussi, donc les banques classiques en CFA, comme je l'ai dit tout à l'heure, les banques ont octroyé du crédit de 10%, 20% du PIB à 30%. Ça a fait des crédits non performants. Pourquoi? Parce que ce dans quoi donc cet argent a été investi n'a pas fonctionné. Ça s'est retrouvé à l'étranger. Et la meilleure façon de le constater, c'est de regarder donc, le déficit de notre balance commerciale, qui est très élevé, que nous n'arrivons pas à réduire. Donc, quel que soit donc, le montant d'argent que vous injectez, que ce soit du budget ou que ce soit de la liquidité que les banques mettraient à disposition donc, de l'économie, il y a de fortes chances que cet argent se retrouve à l'étranger parce que nous ne sommes pas compétitifs. Et notre position à nous, elle est très claire, c'est de dire qu'il faut régler ce problème-là. Et tant que l'on ne l'aura pas réglé, les jeunes ne trouveront pas d'emploi et il ne sera pas nécessaire ou utile, n'est-ce pas, d'injecter de l'argent dans le pays qui va se retrouver En termes clairs, si l'État va sur le marché financier, puisse acquérir les 6 000 milliards de francs CFA qu'il recherche, qu'il investisse au Sénégal, cet argent va retourner à l'extérieur. C'est certain. Mais de toute façon, en fait, le régime du président Abdoulaye Wade en a démontré, en fait, en a donné la preuve, n'est-ce pas? Quand il y a eu la première alternance, les socialistes ont laissé tous les signaux au vert l'économie sénégalaise. On a eu, comme j'aime souvent le dire, une annulation de la dette, donc des dettes extérieures. Ensuite, en 2006, on nous a effacé toutes nos dettes multilatérales. Donc le Sénégal s'est retrouvé avec un niveau d'endettement extrêmement bas. Le président Abdoulaye Wade a bénéficié de toute cette situation très favorable et a beaucoup emprunté justement pour investir dans des infrastructures. Il est vrai, peut-être que dans l'exécution de ces infrastructures, il y a eu de la corruption, mais la réalité beaucoup plus générale qu'il faut retenir, c'est que de l'argent a été injecté dans le pays. Il y a eu des travaux, on peut constater les travaux qui ont été faits, mais les jeunes n'ont pas trouvé d'emploi. Et la raison est toute simple, les travaux sont là, mais l'argent est déjà sorti du pays pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais comment peut-on comprendre que le Sénégal puisse avoir autant d'argent, autant d'effacement de dettes avec un taux d'endettement très bas, qu'on puisse quelques années après se trouver dans une situation de surendettement? Non, on n'est pas surendetté. Notre niveau d'endettement est à 45% du PIB. Peut-être que le problème que nous avons dans ce niveau d'endettement, c'est qu'il est à 75% en dette extérieure. Et d'ailleurs, je lance un appel aux autorités. Il est extrêmement important de faire attention à ce chiffre-là. Lorsqu'on a presque les 3/4 de sa dette en monnaie étrangère et qu'on continue à s'endetter principalement en monnaie étrangère, je crois que les autorités ont l'intention d'émettre des obligations sur le marché international pour presque 500 ou 800 millions de dollars. Tout ça, c'est de la dette extérieure, n'est-ce pas? Donc notre niveau d'endettement de 45% du PIB, ce n'est pas un surendettement, c'est un niveau raisonnable, mais il faut s'assurer que ce niveau d'endettement n'augmente pas à 50, 55, 60 et qu'on se retrouve exactement dans la situation dans laquelle nous étions il y a un certain nombre d'années. Et c'est la raison pour laquelle le déficit budgétaire aujourd'hui est en train d'être réduit.
Et le président Macky Sall et son gouvernement doivent continuer à réduire ce déficit-là pour que justement le niveau d'endettement reste à un niveau raisonnable. Il ne s'agit pas maintenant d'aller à l'étranger et taper à toutes les portes pour qu'on nous prête davantage d'argent pour mettre en œuvre une vision socialiste, n'est-ce pas, d'interventionnisme d'État dans l'économie qui ne produira aucun résultat parce que ça fait 53 ans qu'on le sait et ça n'a pas produit de résultat. Il faudra faire très attention avec les instruments qui sont en train d'essayer de mettre en place, comme le Fonds 6, le Fonds JIP et la BNDE, la stratégie de croissance accélérée. Tout ça, c'est de l'interventionnisme d'État et il faudra faire attention pour ne pas surendetter le pays parce que c'est nous tous qui en paierons les pots cassés. Mais le déficit budgétaire dans lequel est engagé le gouvernement affecte aussi les entreprises, les PME et les PMI, les TPE qu'on appelle au Sénégal. Elles sont en train de râler pour dire que certaines d'entre elles sont en train de fermer parce que la commande publique justement dont ils devaient bénéficier, ils ne l'ont pas et c'est des pertes d'emplois. Oui, mais justement, l'État n'a pas vocation à créer des emplois. Vraiment, notre budget doit être un budget essentiellement orienté à donner aux Sénégalais des services publics de qualité, n'est-ce pas? Santé primaire, éducation primaire et certaines infrastructures de base telles que l'assainissement, etc. Et surtout avoir un déficit budgétaire raisonnable de telle sorte à pouvoir le financer et ne pas endetter le pays au-delà du supportable parce qu'au final, ce sont les citoyens qui le paieront. Et ensuite, laisser le secteur privé et surtout créer les conditions qui permettraient à ce secteur privé-là de pouvoir créer des emplois. Et en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible parce que nous ne sommes pas compétitifs, nous ne pouvons pas exporter, nos parts donc, sur le marché international en termes d'exportation sont en chute libre. Donc il ne nous est pas possible de produire et exporter. Et lorsqu'on est dans pareille situation, on n'a pas le budget, on n'est pas compétitif, il faut avoir le courage et la responsabilité de mettre en place les réformes nécessaires. Et une des réformes essentielles, c'est la réforme monétaire. Tant qu'elle n'aura pas été faite, ce pays-là ne pourra pas créer des emplois et c'est ce travail-là que nous voulons faire. Mais on entend souvent le secteur privé sénégalais justement se plaindre du fait qu'il n'arrive pas à s'en sortir, que la commande publique n'est pas là et qu'il n'arrive pas à créer des emplois et qu'il demande aujourd'hui à l'État qu'il y ait une sorte de partenariat secteur privé, secteur public, ou bien même demander s'il y a des investissements qui viennent de l'extérieur, ce qu'ils appellent la préférence nationale. Oui. Bon, en fait, dans presque tous les pays émergents, il y a des dispositions qui permettent d'impliquer le secteur privé national lorsqu'il y a de gros marchés et qu'il y a des investisseurs étrangers qui viennent, donc de les jumeler avec des entreprises nationales de telle sorte qu'elles puissent apprendre aussi, améliorer leur compétitivité et leur savoir-faire pour pouvoir mieux compétir dans le futur. Donc ça, c'est toujours possible. Avoir pas une préférence nationale, mais s'assurer que les entreprises nationales sont impliquées dans les travaux publics, c'est une bonne chose. Ça, c'est différent de l'interventionnisme d'État et l'utilisation du budget et d'institutions financières publiques pour faire un travail que le secteur privé est tout à fait en mesure de faire. Les banques que nous avons au Sénégal sont des banques privées. Lorsqu'elles ont des opportunités d'investissement, elles vont le faire. Lorsqu'elles ne peuvent pas le faire, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les crédits qu'elles ont octroyés ont fait de la casse, il ne faut pas les obliger à faire ce crédit-là. Il faut essayer de voir quelles sont les raisons pour lesquelles l'économie ne fonctionne pas. Si on crée des entreprises, donc des institutions financières publiques, et qu'on les oblige à garantir des prêts qui n'auraient pas dû être faits, ou à financer des projets qui ne vont pas réussir, justement à cause de toute évidence, la même chose qui se passe au niveau du portefeuille des banques qui est en train de se détériorer, nous allons revenir à la case de départ. Donc l'interventionnisme d'État, Alassane, vraiment, nous l'avons expérimenté pendant 53 ans. Il faut changer de cap. Il y a un autre débat qui est posé, c'est
celui de l'environnement des affaires. Qui dit environnement des affaires demande la question de la justice par rapport justement au litige qu'il peut y avoir entre des privés ou bien entre l'État ou bien entre des particuliers. Et certains investisseurs disent qu'au Sénégal, l'environnement des affaires n'est pas encore favorable. Oui, bon, vous savez, la Banque mondiale a créé cet instrument Doing Business. Doing Business, on fait l'inventaire d'un certain nombre de choses qu'il faut faire, des réformes, de telle sorte à avoir un classement assez intéressant au niveau international. Mais ça, c'est juste des mesures. Des mesures, ce sont des textes, etc. Est-ce que vous avez eu votre permis de construire en une semaine plutôt qu'un mois? C'est bien, mais ça ne fait pas l'unanimité à travers le monde. L'environnement des affaires, c'est très bien, mais dans cet environnement des affaires, il y a des points qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et les deux points les plus importants dans l'environnement des affaires, de mon point de vue, c'est l'accès au crédit qu'il faut régler et la compétitivité de l'économie dans laquelle une entreprise investirait. Soit une entreprise étrangère qui vient parce qu'elle veut donc avoir accès à un marché national ou sous-régional, ou bien une entreprise tout simplement sénégalaise qui veut donc servir le marché local ou le marché extérieur. Ça, en termes d'environnement des affaires, c'est beaucoup plus fondamental. Et peut-être qu'on y ajoutera en tout cas des finances publiques qui sont bien gérées. Et je pense que de ce point de vue-là, nos finances publiques sont en train d'être corrigées. Mais si on regarde bien la gouvernance d'Abdoulaye Wade, avec l'arrivée de Macky Sall, il y a ce qu'on appelle la traque au bien mal acquis. Certains se disent aussi que la gestion financière du pays, la gestion de l'argent du pays a posé problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a assez de volonté politique justement pour que l'argent qui est là aujourd'hui, qu'on ne se retrouve pas demain dans la même situation où ceux qui sont là aujourd'hui soient traqués demain? Oui, je crois que peut-être que ce qui est en train de se dire sur la traque des biens mal acquis dépasse, si vous voulez, l'importance de ce problème fondamentalement. C'est vrai, il y a eu de la corruption dans tous les travaux que le président Abdoulaye Wade et son régime a eu à faire. Tous ceux qui sont impliqués, donc tous ceux qui ont pris les deniers publics, bien sûr, ils doivent être traqués et la justice doit faire son travail. Si ceux qui sont là font la même chose, alors la justice devra faire son travail, disons, vis-à-vis d'eux également. Mais la traque des biens mal acquis de façon beaucoup plus générale n'est pas le problème du Sénégal, à mon avis. Quel qu'ait été le régime qui avait utilisé la marge de manœuvre que le régime du président Abdou Diouf a laissé, quel que soit ce régime-là, s'ils avaient fait les mêmes travaux, avaient accéléré le niveau d'endettement de la même façon, du point de vue purement économique, les résultats auraient été les mêmes. Notre problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça fait 53 ans que nous faisons de l'interventionnisme d'État pour faire croître notre économie, alors que ce n'est pas la voie. Il faut changer de cap. Mais pourquoi aujourd'hui au Sénégal, les pays de la sous-région, certains semblent s'en sortir mieux que le Sénégal? La Côte d'Ivoire, par exemple, qui est repartie, pratiquement avec un taux de croissance 9 à 10%. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a des richesses qui lui permettent peut-être d'être sur ce plan bien précis, a des atouts. Le Sénégal aussi a d'autres atouts comparatifs du point de vue des ressources humaines, du point de vue des services. Mais la croissance sénégalaise n'est pas encore là. C'est vrai, en fait, c'est vrai que nous sommes tous dans le même ensemble économique et monétaire. Mais la Côte d'Ivoire, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas le Sénégal. La Côte d'Ivoire a du pétrole, a des ressources minières. Donc la croissance de la Côte d'Ivoire est donc un rattrapage qui est en train d'être fait. La Côte d'Ivoire est riche. Quel pays qui sort de guerre, hein? Voilà, qui sort de guerre, donc 8, 9%, 10%. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, justement. Elle peut croître à 9-10% à cause des richesses qu'elle a. Vous prenez peut-être le Togo, qui a comme voisin le Ghana. Le Ghana est un pays dynamique. Vous prenez le Bénin, qui a comme voisin le Nigeria, n'est-ce pas? Le Sénégal est un pays qui n'est pas riche en ressources
pétrolières ou ressources minières, etc. Nous avons nos ressources humaines. Donc il est absolument essentiel que cette économie-là puisse être compétitive pour pouvoir justement s'en sortir. Et pouvoir s'en sortir, ce ne sera pas avec le budget, de toute évidence. Il faut autre chose. Donc, nous sommes ensemble dans cet UEMOA. Nous avons une monnaie unique qui est le franc CFA. Ce n'est pas immuable, c'est quelque chose qui peut changer. Et nous disons qu'il est tout à fait possible d'avoir une monnaie commune sans que cette monnaie soit unique. Et pour un pays comme le Sénégal, il est tout à fait possible d'y introduire une monnaie locale complémentaire au franc CFA qui ferait en sorte justement que ces atouts que vous avez énumérés et qui sont les nôtres puissent nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une croissance beaucoup plus importante, créer des emplois et ce travail-là est tout à fait possible si nous facilitons l'accès au crédit dans une monnaie plus compétitive, de telle sorte à mettre le pays au travail. Les économistes, comme Sanoumba sur ce plateau, on dit qu'ils ne comprennent pas que les pays de l'UEMOA aient autant de réserves financières, des milliards de francs CFA qui sont logés dans les trésors ou bien dans la caisse française, que cet argent ne puisse pas servir aussi à financer certains développements, projets sociaux dans les pays africains. C'est vrai, en fait, bon, vous me direz, c'est une épargne même, hein, c'est une épargne des deux zones monétaires. Donc la zone monétaire de l'UEMOA et la zone monétaire de l'Afrique centrale. Je crois qu'ensemble, on doit avoir peut-être 15 000 milliards de francs CFA. C'est énorme, ça. De réserves, dont la moitié est donc au trésor français. Mais vous savez, il y a un an, ici même à l'Assemblée nationale, le président François Hollande, dans son discours, a dit « Pourquoi est-ce que nous ne réfléchirons pas sur donc aux réserves de change et voir comment on pourrait les utiliser pour, n'est-ce pas, le développement ?» Il l'a dit, mais personne n'a sauté sur l'occasion, ni même réfléchi sur cet appel. Mais pourquoi? Non, mais parce que vous savez, chez nous, justement, le problème, c'est que nos autorités sont beaucoup trop focalisées sur nos budgets. Ils ne voient que le budget et son allocation sectorielle, agriculture, santé, etc., comme outil de développement. Ce n'est pas le bon outil de développement. Le bon outil de développement, vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis et ailleurs, lorsque le gouverneur de la Banque centrale doit changer un taux d'intérêt, c'est un événement extrêmement important parce que ça a un impact dans l'économie. Ici, au Sénégal, quand la Banque centrale change son taux directeur, personne ne le sait, parce que ça n'a pas véritablement d'impact. Donc les questions monétaires et de change en général, ça fait 50 ans, 60 ans que nous sommes dans ce régime, ne sont pas des questions donc, sur lesquelles c'est de l'incompétence ou quoi? Pourquoi? Oui, la classe politique ne s'y connaît pas, donc, sur ces questions monétaires, et donc ça ne fait pas partie du débat, et il est temps qu'on amène ce débat-là. Bon, aujourd'hui, prenez l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est l'euro. On nous parle très souvent dans nos pays, l'environnement international n'est pas très propice. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une crise de l'euro. La crise de l'euro, c'est une crise monétaire et de change. Il y a des débats autour de cette question parce que c'est important. Alors nous subissons ces chocs, nous ne réfléchissons jamais sur ces questions monétaires et de change, de marché financier en général. Il est temps que la classe politique donc s'imprègne de ces questions parce que notre problème se trouve essentiellement là-bas. J'ai entendu Madame le Premier ministre dire que les problèmes ne pourront pas être réglés dans le court terme à cause de l'environnement international. Mais je vais vous dire, M. Alassane Samba Diop, que lorsque l'environnement international s'améliorera, la situation économique du Sénégal va s'empirer. Pourquoi? Mais parce que, vous savez, lorsque l'environnement international s'améliore, les prix des produits pétroliers augmentent, les prix des denrées de première nécessité augmentent. Donc, dans la récession ambiante mondiale aujourd'hui, les pressions à la hausse de ces prix, qu'on avait observées en 2008, nous ne les avons pas. Ce qui veut dire que demain,
lorsque le monde se réveillera et que la croissance mondiale aura repris, la situation au Sénégal va s'empirer, à moins que nous ne créions nous-mêmes une dynamique de création de richesses qui nous permette, n'est-ce pas, d'améliorer le vécu des populations. Mais on ne peut pas quand même avoir plus de 15 000 milliards de francs CFA en réserve gardés par la France, que François Hollande vienne à l'Assemblée nationale sénégalaise, le dise aux Africains comment à réfléchir pour prendre cet argent, qu'il n'y ait pas de réaction par rapport à ça. Oui, et qu'on dise qu'on veut développer le pays. Oui, mais parce qu'en fait, il n'est pas très facile. Ce sont des questions qui ne sont pas faciles. Vous savez, je me souviens, le président Abdoulaye Wade avait parlé de puiser dans les réserves de la Banque centrale pour pouvoir faire des dépenses. Parce que de toute évidence, il s'était rendu compte justement qu'il y avait cette manne financière. Mais puiser dans les banques, dans la Banque centrale, dans ces réserves, ce n'était pas une bonne idée parce que la Banque centrale a des réserves de change, effectivement. La contrepartie de ces réserves de change, ce sont les CFA qui sont en circulation. Vous savez que la population sénégalaise, à 80-95% selon, n'est pas bancarisée. Et donc effectue ses transactions de tous les jours avec des billets CFA. La contrepartie de ces billets CFA qui sont donc en circulation, ce sont justement les réserves de change de la Banque centrale en euros, donc qui sont à la Banque centrale et en France. On a d'ailleurs une couverture de la masse monétaire émise par la Banque centrale de 100%. N'est-ce pas? 100% des CFA que la Banque centrale a mis en circulation sont couverts par des réserves de change, donc des euros. Donc comment faire pour capturer ces francs CFA en circulation? C'est ce que nous proposons. Il s'agit pour nous d'émettre une monnaie complémentaire au CFA, de telle sorte à récupérer ces CFA qui sont en circulation. Donc les populations continueraient à s'échanger en cette monnaie complémentaire, ce qui nous permettrait donc de lever ces fonds en francs CFA, et ce fonds bien géré nous permettrait d'accéder aux réserves de change donc, de la Banque centrale. Bien géré, on pourrait faire beaucoup d'investissements dans ce pays, et c'est le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, et nous avons l'intention de saisir les autorités, donc le gouvernement ainsi que la Banque centrale pour nous présenter ce projet-là. Dans notre propos au début, on avait parlé d'importation qui font qu'aujourd'hui notre économie n'est pas compétitive, mais on ne voit pas aussi des échanges assez importants entre pays africains. Oui. Quand on regarde bien, il est plus facile aujourd'hui de quitter Dakar, aller à Paris, à Washington, que de quitter Dakar pour aller à Conakry, ou d'aller à Bamako, ou bien à Ouagadougou. C'est vrai, c'est vrai. En fait, nos pays ne sont pas assez intégrés. Est-ce que c'est l'échec de la CEDEAO, de l'UEMOA, dans le cadre de l'intégration? Oui, en fait, mais vous savez aussi, pour faire l'intégration, il faut aussi avoir des ressources budgétaires importantes. Il est vrai que nous avons hérité de l'UEMOA. Donc 8 pays de l'UEMOA qui sont ensemble du fait de l'histoire. Mais notre intégration n'est pas véritable. Nos économies sont essentiellement nationales. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, on a un tout petit peu abordé la question tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 9%, 10% peut-être l'année prochaine. Il y a certains pays limitrophes de la Côte d'Ivoire qui en profitent. Mais le Sénégal a un taux de croissance qui tourne autour de 3, 5, 4% en fonction des aléas climatiques. Alors, toute évidence, c'est vrai, nous sommes dans un ensemble donc, économique, mais nous ne sommes pas intégrés. Donc, il faut faire en sorte que chacun de nos pays puisse avoir tous les outils qui lui permettent donc de soutenir son économie. Lorsque toutes ces économies auront été dynamisées et seront en mesure de générer des ressources budgétaires importantes, à ce moment-là, il y a certains investissements communautaires qui pourront être faits sans que nous ayons à aller tendre la main, n'est-ce pas, en Occident ou en Chine ou aux Nations Unies pour financer des projets continentaux qui ne sont que des slogans. Mais ça, c'est devenu le travail des institutions sous-régionales, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA. Aujourd'hui, à quoi servent-elles ces institutions? Bon, en tout cas, il est toujours bien de se mettre ensemble, de discuter de certains problèmes communs,
Bon, prenez l'exemple par exemple de la sécurité. Ce qui s'est passé au Mali, c'est la CEDEAO qui aurait dû donc s'en occuper sans que nous ayons à faire appel à la France. Donc il y a des questions sur lesquelles, malgré nos maigres moyens, on devrait pouvoir se mettre ensemble, mutualiser nos forces, et la sécurité en est un bon exemple. Bon, aujourd'hui, il y a des projets de création de monnaie, n'est-ce pas, de la CEDEAO. À mon avis, c'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée, je le dis toujours, si l'Europe était à refaire aujourd'hui, tous les pays qui sont dans l'euro n'y seraient pas, tels que la Grèce, peut-être même l'Italie ou le Portugal. Alors il faut qu'on arrête de faire du mimétisme et de singer, excusez-moi le terme, tout ce qui se fait ailleurs sans réfléchir sur nos. Donc la CEDEAO, c'est une bonne chose. L'UEMOA, c'est une bonne chose parce qu'il y a certains problèmes communs que nous pouvons régler, tels que la réglementation. L'UEMOA a très bien marché, les directives de la commission de l'UEMOA sont de très bonnes directives, notamment sur les questions de gestion des finances publiques. Tout cela est bien, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que nos problèmes de développement se régleront nécessairement. Donc pour vous, la clé se trouve dans que chaque pays crée ce qu'il appelle sa propre monnaie. Si ce pays-là n'a pas sa propre monnaie, et puisque le franc CFA aujourd'hui c'est un nœud gordien pour les pays africains, les pays de la zone CFA, qu'il faudrait que chaque pays crée à côté de cette monnaie une monnaie complémentaire qui lui permettra d'être compétitif sur le marché international. C'est tout à fait possible. Et nous disons qu'il est même possible d'avoir une CEDEAO qui a une monnaie commune sans qu'elle ne soit unique, et on peut lui adjoindre des monnaies complémentaires nationales qui reflètent les fondamentaux de chaque pays. Alors c'est possible au niveau de la CEDEAO, nous disons que c'est également possible au niveau de l'UEMOA, parce que de toute évidence, le franc CFA comme monnaie unique ne sert pas les intérêts de chacun des pays. On peut avoir une monnaie commune sans qu'elle ne soit unique, et c'est le combat en tout cas que nous sommes en train de mener, et c'est ce qui avait expliqué ma candidature à la présidentielle de 2012. Est-ce que les pays occidentaux vont accepter cette politique-là? Parce qu'à ce moment-là, ils ne pourront plus vendre leurs produits. Non, parce que vous savez, les pays occidentaux, ils gèrent leurs propres économies. En fait, ils ne se rêvent pas le matin en se posant la question de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Nous ne sommes pas assez significatifs pour qu'ils se posent cette question. C'est à nous de prendre notre destin en main, de réfléchir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, sur des solutions qui sont à même donc de résoudre notre problème de compétitivité, de croissance et surtout d'emploi pour les jeunes. Et ça, je crois que c'est la priorité, et les possibilités sont là, mais il faut avoir le courage politique de dire aux Sénégalais que ce n'est pas le budget qui fera le développement, ce ne sont pas les subventions qui feront le développement, ce n'est pas juste une vision qui consiste à essayer de réduire les inégalités et les injustices sociales. C'est une vision qui est d'ailleurs partagée par les tenants des assises nationales. C'est une vision socialiste. Mais à mon humble avis, ce n'est pas la bonne direction. Il nous faut changer de cap. Et je pense que le président de la République a démontré en tout cas une capacité de changer de cap lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas dans la bonne direction. Il a fait 18 mois, il a changé son gouvernement parce que de toute évidence, ça ne marche pas. Peut-être que dans 18 mois, il rechangera son gouvernement parce qu'à mon avis personnel, la voie qui est empruntée d'interventionnisme d'État ne produira pas de résultat. À force d'ouvrir des portes, il trouvera nécessairement la bonne voie. Je le lui souhaite. Abdourahmane Sarr, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM, ma question directe. Je rappelle que vous êtes le président du Centre d'études pour le financement du développement local, que vous aviez été aussi représentant du FMI au Togo et au Bénin, et que vous avez posé votre candidature lors de la présidentielle passée, recalée, et que vous souhaitiez aujourd'hui proposer que, à côté du franc CFA, que le Sénégal puisse créer une monnaie complémentaire pour permettre à l'économie sénégalaise d'être compétitive
et de créer des emplois. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur Question Directe. Bonsoir à vous.